groupe qui dirige le monde, etc. Ce truc-là, c'est... je veux juste dire que je vous ai parlé de Kagame, du règne de la terreur qu'il mène au Rwanda et au Congo, en Afrique centrale, au vu et au su de la communauté internationale. Si cette communauté je déteste ce mot de communauté internationale, en fait, c'est les grands de ce monde, les multinationales, qui maintiennent cette terreur et qui l'encouragent, et qui donc de ce fait créent l'omerta dont je vous ai parlé. Parce que bon, c'est leur champion, il ne faut pas en parler. Si je dis ça, c'est parce que je vais vous parler de deux petites choses en quelques minutes qui me sont revenues à l'esprit juste quand tu parlais, ma soeur. En 1996, je ne sais plus très bien le mois, il y avait, comme on a dit, des milliers, près de 2 millions de réfugiés Hutus rwandais dans les camps de réfugiés au Congo, en face du Rwanda. L'Organisation mondiale de la santé a organisé une campagne de vaccination contre les tétanos, la tuberculose, je ne sais plus très bien, hein, j'ai beaucoup d'exemples, mais auxquels je ne pense pas souvent. Et cette campagne de vaccination n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que j'étais journaliste, elle était très médiatisée, on a fait des campagnes dans tous les villages pour que toutes les mamans, toutes les familles aillent faire vacciner leurs enfants. Mais le jour du lancement de cette campagne, je me souviens, c'était un lundi, juste au moment d'inaugurer la campagne, ce lundi matin-là, il y a un flacon qui a échappé des mains d'un infirmier vaccinateur. Et ce flacon s'est brisé par terre. L'infirmier, qui a l'habitude de vacciner avec ce produit-là, a vu que ce produit ne ressemble pas aux autres, qu'il a toujours utilisé. Campagne de vaccination pour les enfants de 0 à 5-6 ans. On a amené ce produit au laboratoire. Les laborantins ont trouvé qu'effectivement, ce produit ne convenait pas à vacciner des enfants parce que les tonnes, les conteneurs, je ne sais pas combien, les millions de flacons de vaccins étaient venus de Norvège ou de Suède. Il faudra que je regarde bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette campagne n'a plus eu lieu. Donc, les produits sont venus d'un pays scandinave. Ils ont séjourné pendant 3 ou 4 jours dans les entrepôts pour respecter la chaîne du froid, les entrepôts de Kigali, au Rwanda. Pendant ces 3 jours, on a eu le temps d'injecter je ne sais quelle saloperie dans ces produits. Qu'elle ait tué des millions d'enfants congolais et rwandais dans les camps de réfugiés. L'Organisation mondiale de la santé a reporté cette campagne. La vaccination a eu lieu plusieurs mois après, mais n'a jamais dit pourquoi ils avaient annulé cette campagne-là. N'a jamais dit. Je ne dirais pas ce qu'a dit que l'OMS était complice, mais certainement l'OMS a eu peur d'être accusé de mauvaise organisation ou quelque chose comme ça. Mais ils ont fait taire un scandale de cette ampleur. Ça vous donne un peu l'aperçu aussi de M. Kagame qui il est. Kagame, il était formé aux États-Unis, il était déjà militaire. Avant d'être chef des services de renseignement du président ougandais, Yoweri Museveni. Donc c'est un militaire. Mais il a été formé aux États-Unis, formé à la guerre psychologique. C'est un manipulateur né. Il sait comment il manipule aujourd'hui notre président Macron, la communauté internationale qui l'a mise là, qui lui donne des moyens. Et c'est pour ça que vous entendez parler en France, partout en Europe, en Afrique, on parle du viol comme arme de guerre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le viol comme arme de guerre? Je vois ma soeur qui secoue la tête. Moi, je parle toujours d'exemples que j'ai vécu. Enfin, si je parle de vaccination, hein, ça m'est revenu. Parce que là, il y a mes 2 filles. Christelle, dans ce moment de vaccination, là, elle avait 4 ans. Ça veut dire que je n'en aurais pas aujourd'hui. Vanessa, elle avait 6 ans, je crois. Donc, elles auraient été vaccinées. Je n'aurais pas d'enfant aujourd'hui. C'est pour ça que ça me touche. Il y a une famille à Bukavu qui était proche. On habitait le même quartier. Un papa qui s'appelait Joseph. Hein, vous allez m'excuser de la crudité. Et papa Joseph, là, il y a des militaires rwandais qui sont venus chez lui, qui lui ont dit, écoutez, papa, on l'appelle papa, chez nous, une personne qui est plus âgée, on l'appelle papa, tu vas nous aider, on a acheté un sac de haricots, parce que chez nous, les mamans, les femmes portent encore des trucs sur le dos, etc. Il a refusé, avec sa petite voiture, ils sont revenus, 7 jeunes militaires,
les enfants soldats, une horreur. Ils sont revenus chez lui, j'ai un livre sur les enfants soldats. Ils lui ont dit, tu te prends pour un homme, toi, avec ta petite voix, couche-toi par terre. Il s'est couché par terre. On a obligé sa femme à se coucher sur lui. Il a servi de matelas. Ils ont violé à tour de rôle sa femme de 21h à 7h du matin. Ils sont partis. Ils lui ont dit, est-ce que tu as tué un homme? Et pendant tout ce temps-là, il était couché par terre, hein, comme un matelas. Il regardait, son regard croisait celui de sa fille de 8 ans. Un enfant, normalement, il sait que rien ne peut m'arriver quand mon papa est là. Mais toi, papa, c'est à toi comment tu vas me protéger. Son fils aîné, Marco, c'était le champion de karaté, de judo. Chaque fois qu'il y avait des bagarres de rue, c'est lui qui était intervenu. Il venait voir. Enfin, il était là, il voyait ce qu'on faisait à son père, à sa mère. Dis-moi, à quoi ça me sert, le biscotto et tout, je peux même pas défendre. Tu es déjà tétanisé, tu te rends compte que tu n'es qu'une merde. C'est ça, la guerre psychologique. C'est ça, le viol comme arme de guerre. Les soldats rwandais, ils ont violé des chefs de village. De préférence un dimanche à la sortie de l'église, le jour de marché où tout le monde est là et tout, sodomiser des chefs de village. Tu vas encore t'appeler chef, tu n'as plus rien à dire. Dans toute armée, quand le général a été emprisonné ou c'est fini, des personnes ne vont plus donner des ordres. Mon prochain livre qui va paraître dans quelques mois, si Dieu le veut, il s'intitule RDC, Rwanda, l'église assassinée. Systématiquement, pendant le génocide au Rwanda, et après, quand la guerre a traversé les frontières, des centaines de prêtres ont été assassinés, ciblés. Les uns, pourquoi? Parce que par vengeance, vous savez, au Rwanda, si vous suivez l'histoire, le Rwanda a toujours été dominé par les Tutsis, avec la colonisation belge, allemande puis belge. Les Tutsis étaient toujours au pouvoir jusqu'en 1959. C'est l'Église qui a fait que les Tutsis perdent le pouvoir qu'on a donné aux Hutus. Et les Tutsis actuels qui sont aux affaires, ils se vengent contre sa première cible, les prêtres et tous les intellectuels. Parce que nous sommes à, je ne sais pas, 80% analphabètes. Dans toute communauté d'Afrique, enfin, ailleurs c'est l'imam, chez nous c'est le prêtre. Quand on a tué le prêtre, la population, elle est vouée à elle-même. Parce que le prêtre, c'est lui, le médecin du village, l'agronome, l'instituteur, le conseiller matrimonial, tout tourne autour du prêtre. Il y a des prêtres qui ont été assassinés, des évêques. Il y a des évêques, notamment d'Ouvira et de Goma, qui ont livré leurs prêtres aux assassins. Il y a des prêtres qui ont été assassinés parce que quand les Tutsis et les Hutus, vice-versa, quand ils massacraient pendant le génocide au Rwanda, quand ils voulaient massacrer des gens qui se cachent dans une église et que le prêtre les protège, on commençait par tuer le prêtre, comme ça on a accès aux autres. Beaucoup de prêtres sont morts comme ça, donc je voulais vous parler de ces 2 ou 3 aspects-là. Mais c'est vous, Eugénie, qui m'avez mis ça en tête. Je ne pensais pas en parler. D'abord, il y a beaucoup de choses que j'avais complètement oubliées. Comme je vous ai dit que je ne saurais jamais combien de gens j'ai enterré dans les fosses communes avec sa main ici. Et donc, je voulais que vous sachiez ça. C'est de là que vient l'omerta. Il ne faut pas dire tout ça en France. Il ne faut pas. On a, avec Françoise Germain-Robin, quand on a écrit ce livre, on a cherché même quelqu'un pour faire la préface. On a écrit à l'Amnesty International. Pas de réponse. Human Rights Watch, pas de réponse. Toutes ces organisations, donc on cherchait un préfacier. Un préfacier, il fait vendre le livre. Il n'y a que M. Mego Terzian, qui était, je crois qu'il est encore, il était, hein, il y a 2 ans, qui était le big boss, le directeur général de Médecins sans frontières, qui a accepté de faire la préface. Quelques jours après, il écrit à moi, ou à François, je ne sais plus, il écrit, moi je voulais bien faire cette préface de votre livre, mais en réunion de notre staff, moi je lui donne raison, on m'a conseillé de ne pas le faire, parce que si je le fais, je mets en danger tous les agents de Médecins sans frontières qui travaillent au Rwanda et au Congo. On a compris, le pauvre, c'est le seul. On a touché toutes les maisons d'édition pour publier ce livre. Je profite pour remercier Madame Marie-Pierre Vieux, des éditions Arcane 17, qui a accepté de publier ce livre. Je me demande aujourd'hui si elle savait à quoi il s'attend, parce que c'est une bombe en fait. C'est une bombe. D'où Zenobita est témoin, c'est ma petite sœur qui est derrière. On organise souvent des
des événements, de rencontres culturelles, mais dès qu'on parle du Congo et du Rwanda, il faut tout pour ne pas que cet événement ait lieu. Il ne faut pas parler de Kagame en France et les témoins. Okay? Comment ça se passe? Il y a ici, moi j'aimerais un jour, j'ai toujours demandé un débat avec l'ambassadeur de France, ou avec Ibuka, ou avec l'association Survie. C'est eux qui, Ibuka, ça veut dire l'association des Tutsis rescapés du génocide et tout. Les Hutus, ils ont leurs associations, vous n'entendrez même pas, jamais parler de leur nom. Ils ne leur donnent pas la parole. Ils sont rescapés pourtant, eux aussi, encore plus nombreux. On parle des Tutsis, génocide des Tutsis, mais pas des Hutus. Statistiquement, au Rwanda, au moment du génocide, il y avait 7 600 000 habitants, dont 12%, je crois, de Tutsis. On parle de 800 000 morts. Il est impossible qu'il y ait eu 800 000 Tutsis. Uniquement, oui. Ouais, uniquement des Tutsis. Maximum, il devait y avoir 600 000, 400, je crois, si j'ai bien calculé. Ça veut dire qu'il n'existerait plus aucun Tutsi aujourd'hui. Et les autres qui ont fait 800 000, c'est des Rwandais, c'est des Congolais. Il y a beaucoup, chez nous, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de Congolais que je connais qui sont morts au moment du génocide parce qu'ils allaient travailler là-bas. Il y a beaucoup qui travaillent encore. Ils travaillaient là-bas, en fait. Ouais. OK? Donc, c'est ça les réalités que on ne voudra jamais que nous, dont on ne voudra jamais que nous parlions. Pourquoi? Parce que Kagame, comme je l'ai dit, notre président aujourd'hui, M. Macron, il se sert de l'armée, de cette armée de sauvages pour protéger les biens de Total Énergie. Aujourd'hui, il y a des mines d'uranium, ok? Les mines d'uranium au Katanga, c'est sa province d'origine. Ici, vous dites département. L'uranium, comment il est creusé? Il est creusé par des enfants de 9 ans, madame. Des gosses de 12 ans, sans aucune protection, pour que les centrales nucléaires de France fonctionnent. Okay? Et c'est ça que, merci de m'y avoir fait penser, hein? C'est ça qu'il faut dénoncer, mais on ne veut pas qu'on dénonce. Je vous parlais d'Ibuka, Survie, et curieusement, la Ligue des droits de l'homme, la section française. Ils font tout. S'ils avaient su que Déo va prendre la parole, ils auraient tout fait pour que, ici, dans la salle Barreau, qu'il n'y ait pas cette rencontre. Comment ils font? Première chose, ils vous disent, non, vous savez, ces gens, tous ceux qui parlent de Kagame sont des négationnistes. Vous pourriez avoir des problèmes, je parle du gérant de cette salle, vous pourriez avoir des problèmes parce que vous avez donné la parole à des négationnistes. Beaucoup se rebiffent. Et puis ils vous disent, bon, c'est reporté, c'est annulé. S'il tient bon, on envoie des menaces offertes. Dans certaines salles, enfin les menaces, dans certaines salles, un hôtel par exemple, comme ça a été le cas avec Michel Arang, hein, pour son livre, on donne avec Charles Onana, on donne une belle somme d'argent aux tenanciers de cet endroit-là. Moi, j'ai payé ici 400 pour que cette rencontre ait lieu, 400 €, mais on va lui offrir 10 000 €. Le choix est clair, c'est un homme d'affaires. Paf. S'il tient quand même jusqu'au bout, la réunion a quand même lieu, mais ils envoient leurs gros bras, okay, qui viennent foutre la merde, cassent tout. On envoie la police, d'une façon ou d'une autre, la conférence est annulée. C'est des moyens pour que on ne parle pas de M. Kagame, de ce qu'il fait au Rwanda et au Congo. En Belgique, ça va encore plus loin, parce que là-bas en Belgique, je ne savais pas, mais toutes les entreprises ont une sorte de subvention de l'État. On leur dit, si vous laissez parler Déo, ce négationniste, on vous coupe des subventions. Il va vous dire, mais vous n'allez pas nourrir mes enfants. Et c'est comme ça qu'on ne parle pas, vous n'aurez pas souvent l'occasion d'entendre ce que je suis en train de vous dire, qui est pourtant la réalité, parce que moi je l'ai vécu. Parce que je n'ai pas à faire de recherche. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on fasse des débats? Survie ne peut pas me donner je sais pas moi, des raisons sur ce que moi j'ai vécu. Impossible. Sylvie va vous dire non, tout ce que vous racontez, mais moi je vais lui dire, je vous donne juste, je vais finir par là, juste un petit exemple. Si vous voulez, l'un de vous, savoir si ce que Déo a dit, ou si c'est vrai, je l'ai dit un jour à un ami qui est à RFI, je lui dis, il s'appelle Nicolas, je lui dis, tu fermes les yeux, tu prends une carte de l'Est du Congo, tu prends ton stylo, tu le pointes n'importe où sur la carte. Tu vas dans ce village, la première personne âgée de plus de 40 ans que tu vas rencontrer, demande-lui qu'est-ce qui s'est passé ici. Chaque famille va te raconter ce qu'il a vécu. Chaque personne va te dire comment on a violé sa maman devant lui, comment, les exemples que je viens de vous donner,
Il va vous dire, c'est là qu'on a enterré 40 personnes, et là, pas. Mais tout ça, il faut pas en parler. Je vais arrêter là parce que j'ai envie de pleurer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et courage. Courage. Oui. Ajouter, moi je vais aller un peu plus loin.